Bonjour et bienvenue dans Quoi de neuf en histoire. Je m'appelle Rassan Moubarak et je suis docteur, mais pas en histoire. Dans ce podcast, je reçois des écrivaines et des écrivains pour nous parler d'histoire à l'occasion de la sortie de leur dernier ouvrage. Mon invité aujourd'hui est Michel Verger-Franceschi. Bonjour Michel. Bonjour. Vous êtes professeur émérite à des universités, ancien directeur du laboratoire d'histoire maritime du CNRS, et vous êtes spécialiste de l'histoire de la marine française des XVIIe et XVIIIe siècles. Et votre dernier livre, Surcouf, la fin du monde corsaire, est paru en ce début d'année chez Passé Composé. Donc merci de nous recevoir. Merci à vous. Surcouf est né le 12 décembre 1773 à Saint-Malo. Cette phrase qui pourrait en fait être la première de votre livre, on ne la trouve qu'à la page 86. Pourquoi avoir mis si longtemps à faire naître le petit Robert? le petit Robert Surcouf, qui n'est pas Robert Ier d'ailleurs, parce qu'ils s'appellent tous Robert de père en fils depuis Louis XIII, depuis le XVIIe siècle. J'ai essayé de le replacer dans son milieu. Donc c'est vrai, je donne sa date de naissance sous le règne ultra finissant de Louis XV, puisque Louis XV est mort le 10 mai 74, donc quelques mois plus tard. Mais je veux toujours faire une biographie, j'en ai fait beaucoup dans ma vie, en replaçant l'individu dans un contexte qui est le sien, contexte familial, contexte régional. Les Surcouf, ce sont des gens qui arrivent de Basse-Normandie à l'origine, ça n'était pas des Malouins, et ils sont arrivés à Saint-Malo avec les nu-pieds. Alors, on les appelait nu-pieds non pas parce qu'ils étaient pauvres, qu'ils marchaient les pieds nus, mais tout simplement parce qu'ils ramassaient le sel sur les plages de Normandie dans les années 1640, au moment de la révolte des nu-pieds, parce que Richelieu voulait ajouter des taxes sur cette récolte du sel. Et les Surcouf, donc je voulais les replacer dans leur milieu, et c'est pour ça que Surcouf est né qu'à la page, vous me dites, 86. 86. Je voudrais juste qu'on rappelle quelques notions pour les auditeurs et auditrices qui sont pas forcément spécialistes du monde marin. Quelle est la différence entre un corsaire et un pirate? Alors, la différence du point de vue du travail quotidien, si je puis dire, quand ils sont en mer, il n'y en a pas. Parce que la technique du corsaire et la technique du pirate, c'est l'abordage, ce qui n'est pas du tout le cas dans la marine d'État, où c'est l'artillerie dans la marine royale ou dans la marine impériale ensuite qui fera le poids face notamment au vaisseau de l'invincible Albion, c'est-à-dire l'Angleterre. Le pirate et le corsaire, eux, lancent des grappins sur le bâtiment adverse de façon à s'approcher le plus près possible. Donc les grappins, ce sont des sortes d'ancres, si vous voulez, avec des cordages, et on met des planches pour passer, un petit peu comme dans Astérix finalement, c'est lorsqu'Obélix passe sur un bâtiment corsaire, un bâtiment pirate. La technique est la même, mais tout le problème, il est juridique. Le corsaire fait quelque chose de légal, il peut s'emparer d'un bâtiment marchand parce qu'on est en période de guerre contre l'adversaire de son pays, alors que le pirate peut agir en période de paix, et c'est donc un petit peu celui qui attaque les convoyeurs de fonds aujourd'hui devant une banque. Donc le pirate, c'est un corsaire illégal, et la preuve de cette illégalité, c'est qu'il n'a aucun papier qui l'autorise à pratiquer la piraterie. Alors que le corsaire, lui, il a une lettre de marque, c'est-à-dire qu'il est autorisé par Louis XIV, par le roi d'Espagne, par le roi d'Angleterre. Et du point de vue juridique, c'est très important, parce que le corsaire, s'il est capturé par l'adversaire, il est prisonnier de guerre. Et à ce moment-là, on va l'échanger contre un autre prisonnier pendant la durée de la guerre, ou on va attendre la paix pour le rendre à sa puissance d'origine. Alors que le pirate, lui, c'est un voyou. Et le pirate, lui, va être pendu haut et court, à la plus haute vergue de son navire, et lui, c'est un brigand des mers, ce qui n'est pas le cas du corsaire. Et le corsaire, vous dites, donc il est mandaté par le roi en temps de guerre. Que fait-il en temps de paix? Parce que par exemple, sous Louis XIV, la guerre était omniprésente, mais sous Louis XV, au moment où naît Surcouf, cinquième du nom, le roi est beaucoup moins guerrier. Donc que font les corsaires en temps de paix? Alors vous avez tout à fait raison, sous Louis XIV, un règne de 72 ans, ça nous fait à peu près 14 quinquennats d'aujourd'hui, donc il faut imaginer ce genre de choses. Et en 72 ans, 54 années de guerre. Sous Louis XV, 59 années de règne,
pour une douzaine, 4 ans pour la guerre de succession d'Autriche et 7 ans pour la guerre de 7 ans, donc pour 11 ans de guerre, la guerre disparaît. Donc la grande période de la course, c'est sous Louis XIV. Les Jean Bart, les Du Guestrouen, le père d'Abraham Duquesne sous Louis XIII, c'est le XVIIe. En temps de paix, sous Louis XV, la course, elle disparaît finalement. Saint-Malo n'est plus une grande cité corsaire. Dunkerque, qui était la cité des capres, c'est-à-dire des corsaires dunkerquois du temps de Jean Bart, ce sont des ports qui deviennent des ports marchands, des ports de commerce, et Surcouf, c'est autant un négociant, un capitaine négrier à certaines époques de sa vie, qu'un corsaire. Il est corsaire pendant les guerres de l'Empire, ce qui permet d'en faire un patriote, un serviteur de la France contre le commerce, mais il n'est pas du niveau d'un Jean Bart ou d'un Du Guestrouen qui, eux, étaient aussi officiers du roi et notamment officiers généraux. Saint-Malo, d'ailleurs, cité corsaire, c'est un peu une appellation touristique, parce que la grande fortune de Saint-Malo, c'était pas l'activité corsaire, mais la marine marchande et notamment le commerce avec les Amériques, non? Oui, tout à fait. Saint-Malo n'arrive pas, notamment en matière, par exemple, de traite négrière, de prise des Noirs sur les côtes de Gorée, ou d'achat, le terme serait plus juste, des Noirs au large du Sénégal ou de la Guinée. Saint-Malo est très loin derrière Bordeaux et Nantes, qui sont vraiment les deux grands ports négriers, qui font aussi le commerce non négrier avec les Antilles. Ensuite, on a Le Havre, et puis Saint-Malo, dans ce commerce négrier, arrive en 4e position. C'est essentiellement du commerce avec les Antilles, avec Saint-Domingue, et puis le fait que les ancêtres maternels de Surcouf aient été les premiers à naviguer dans l'océan Indien et à s'installer à Pondichéry dès Colbert, dès 1674, fait que la grosse colonie de l'île de France, eh bien, ce sont les ancêtres de Surcouf, puis les cousins de Surcouf, et Surcouf n'est pas, contrairement à ce que l'on pourrait croire, un aventurier. C'est pas l'appel du large, c'est pas parce qu'il a été élevé à Cancale qu'il a eu envie d'embarquer. Son père, son grand-père, son arrière-grand-père, tous ses ancêtres, tous les cousins sont allés dans l'océan Indien, et lui-même, dès l'âge de 14 ans, dès qu'il est adolescent, en 1789, il a 16 ans, va partir justement à l'île de France et dans l'océan Indien. Oui, vous le présentez d'ailleurs comme un héritier. C'est un héritier, c'est pas du tout l'image que l'on a souvent du jeune homme qui s'embarque par hasard et pour vivre l'aventure. Il s'embarque pas, si je puis dire. Il est embarqué. Il est embarqué par sa famille. Son père qui n'est plus quelqu'un de très très riche, parce que moi ce que j'aime bien dans une biographie, c'est de trouver les motivations de l'individu. Et donc, pourquoi un tel, Colbert, Duquesne, Ninon de L'Enclos, quand il s'agit d'une femme, ou Henri le Navigateur, pourquoi cet individu est devenu cet individu, cette illustration, etc. Et Surcouf, il a un grand-père armateur, capitaine négrier, très riche, 500 000 livres de succession, c'est énorme, 1 demi-million. Mais ce grand-père a eu une vingtaine d'enfants, et donc il y en a 10 qui survivent, on se partage la succession, et le père de Surcouf n'a plus que 50 000 livres. Et il est donc élevé dans un milieu que je qualifierais pas de modeste, mais le père et la mère ont été obligés d'aller vivre chez la grand-mère maternelle, à Cancale, et donc on comprend après les motivations de Surcouf. Il veut redevenir riche, parce que quand il est enfant, ça devait être assez cruel, dans les rues de Saint-Malo, il passait devant tous les immeubles qui avaient appartenu à son grand-père, et qu'il était à des oncles, à des tantes. Il y avait beaucoup de tensions familiales d'ailleurs dans ce milieu Surcouf, et donc le père était quelqu'un de déchu par rapport au très riche grand-père. Oui, et vous dites que Surcouf a vécu jusqu'à l'âge de 16 ans chez sa grand-mère maternelle, oui, qui, elle, venait d'un milieu différent du père de Surcouf, et on imagine la tension entre les deux, l'opposition entre les deux, et ça a sans doute dû influencer les choix de Surcouf. Tout à fait. Moi, j'aime beaucoup sortir un petit peu des sentiers battus et essayer de reconstituer un milieu, notamment l'enfance. J'ai fait un bouquin aussi sur l'enfance de Napoléon, par exemple, chez Larousse. Et
le rôle des grands-parents, on n'en parle absolument jamais. Et il est évident que la mère de Surcouf, donc sa grand-mère maternelle, c'est une Porson. Les Porsons, ils ont été maintenus dans leur noblesse en 1669 par Louis XIV. C'est une famille qui servait déjà Charles VIII et Louis XII en Méditerranée. Ils sont morts au combat. Et la grand-mère Porson, c'est très facile de l'imaginer dans sa propriété de Cancale. Elle abrite donc sa fille, son gendre Surcouf, et elle ne peut, à mon sens, le considérer, alors j'oserais pas dire, parce qu'il y a beaucoup de descendants aujourd'hui, comme un raté, mais c'est un petit peu ça, parce que le gendre et ses deux frères sont quand même trois personnages qui font faillite. La société d'armement Surcouf frères, eh bien, elle disparaît. Un des frères qui n'a pas d'enfant nomme en plus comme légataire universel sa propre épouse, donc les Surcouf n'héritent rien de cet oncle de Surcouf. L'autre frère, c'est encore pire, on ne sait pas s'il était débauché ou pas, mais il finit à un 4e étage, ce qui était offensant à l'époque, puisque l'étage noble, c'est le 2e étage, c'est celui où il y a le balcon. Et donc, quand on se retire à un 4e étage, on est à l'étage des chambres de bonne. Et donc, cette belle-mère Porson, elle doit regarder son gendre un peu comme quelqu'un qui n'a qu'embarqué 3 fois dans sa vie, et qui s'intéressait surtout à l'argent qu'il n'a plus, alors que elle s'intéresse à la gloire. Et quand on comprend donc qu'il hérite de son père ce goût de l'âpreté, du gain, et qu'il hérite de cette grand-mère maternelle ce goût de la gloire, on a le profil de toute la vie de Surcouf, qui n'a jamais voulu entrer dans la marine d'État, ni de la marine de Louis XVI, ni la marine impériale sous Napoléon, parce que ça ne rapporte pas. Il veut gagner de l'argent, il laissera une fortune égale à 4 fois le château de Combourg, mais de l'autre côté, il veut la gloire que lui a appris et transmis le côté Porson, le côté de cette grand-mère. Vous avez dit donc que Surcouf ses ancêtres venaient du Bas-Cotentin. Le premier d'ailleurs qui a émigré à Saint-Malo s'appelle de manière un peu prédestinée Marin. Et Surcouf va, tout au long de sa carrière, chercher à quand même consolider ses racines normandes et en achetant justement des propriétés dans sa région d'origine. Alors ça, c'est tout à fait extraordinaire. Alors bon, moi, je suis corse par ma mère, et donc, que font les Corses lorsqu'ils partent à Porto Rico s'enrichir aux Antilles? Ils construisent les fameux palais américains qui sont très prisés aujourd'hui au Cap-Corse. Il y en a 120. Et Surcouf fait exactement la même chose que les gens du Cap-Corse, c'est-à-dire qu'il veut montrer à sa région d'origine qu'il a réussi. Les ancêtres étaient des nu-pieds en 1640 dans des petits patelins du Bas-Cotentin. Il fait fortune et 150 ans après, il retourne acheter un manoir et des terres. Il va être propriétaire de 800 hectares entre la Bretagne et la Normandie. Il va devenir le plus gros planteur de tabac en Bretagne, mais il va racheter en Normandie, de là où est parti le père de son trisaïeul, qui était un pauvre hère, qui est mort à l'hospice de Saint-Malo en 1690. Sa femme aussi, c'est un couple qui avait vécu âgé, dont les enfants étaient devenus calfas. Alors calfas, d'un point de vue social, ce sont des gens qui sont très utiles, mais ce sont des gens qui sont de petits ouvriers qui mettent du chanvre, des vieux cordages, des vieux caleçons, ce qu'on appellerait nos t-shirts d'aujourd'hui quelque part entre les planches de la coque d'un navire, de façon à emboucher les interstices pour que l'eau n'entre pas dans le navire. Donc il sort de ce milieu ouvrier. Et de l'autre côté, il sort des Porsons. Donc il y a une distorsion énorme entre le milieu du père et le milieu de la mère. Surcouf prend donc la mer à l'âge de 14 ans. Il va partir en direction de l'Île-de-France, qui est l'actuelle île Maurice, et il va faire la grande partie de sa carrière dans l'océan Indien. Il y a ses talents bien sûr de marin, de combattant, de commandant, mais en fait, on voit dès le départ qu'il est aussi dans un cercle familial et de connaissances proches qui vont l'embarquer avec lui. Il va toujours être au sein de cette communauté malouine. Les Malouins sont des praticiens de la mer. C'est d'ailleurs amusant de voir que du temps d'Henri IV et de Louis XIII, ils ont refusé l'installation d'un collège jésuite à Saint-Malo
parce que les jésuites, ce sont des hydrographes de très très haut niveau, des astronomes, ils étudient les courants, les marées, les éclipses en particulier, et ce sont des savants au XVIIe et au XVIIIe siècle. Et donc Saint-Malo, ce sont pas du tout des marins savants, ce sont des marins praticiens. Et donc, Surcouf, il est élevé par une famille, il n'y a pas de collège jésuite derrière lui, on ne sait pas grand-chose de sa formation, si ce n'est qu'on l'embarque à l'âge de 14 ans, comme Jean Bart à Dunkerque, qui avait embarqué son fils François Cornille à l'âge de 10 ans. Il l'attachait même au mât de son vaisseau de façon à lui apprendre à ne pas avoir peur de la mitraille. Et ces enfants, parce que c'était des enfants de 12, 14, 16 ans ensuite, ils sont habitués à la mer. Et lorsqu'il va partir pour la première fois en 1789, ce qui est une chance pour lui, parce qu'il échappe à la Révolution, il va échapper à la proclamation de la République en 92, il va échapper au massacre de septembre en 92, il ne saura rien en 93 de l'exécution de Louis XVI le 21 janvier, parce qu'il est aussi à l'Île-de-France à ce moment-là. Il est toujours absent de tous les grands événements qui ont pu préoccuper la France. Il n'est pas à Aboukir en 98, il n'est pas à Trafalgar en 1805, il est en mer, il est dans l'océan Indien, et c'est quelqu'un qui a appris sur le tas, mais entouré par ses grands-oncles, par des cousins, qui sont tous déjà avant lui à l'île Maurice, à l'île de France. Sa carrière aurait pu s'achever prématurément, puisque à un moment, à bord de son bateau l'Émilie, il va s'emparer de plusieurs vaisseaux anglais alors qu'il n'est pas muni d'une lettre de course. Et donc, sa cargaison est saisie et il doit se justifier auprès du Conseil des 500. Comment fait-il pour se sortir de cette mauvaise passe? Alors, Surcouf, je dirais que c'est un insoumis quelque part. Ce qui a fait sa réussite, c'est que c'est quelqu'un qui désobéit. Il désobéit tout le temps. Et donc, c'est un marin au commerce. Il n'est pas du tout officier de Louis XVI. Et il se trouve à l'âge de 20 ans, en 1793-94, dans l'océan Indien. C'est le moment où la troisième des assemblées nationales, la Convention, est en train de se poser des tas de questions sur la légalité de la course. Condorcet dit c'est une activité particulièrement barbare puisqu'on se jette sur des bâtiments marchands sur lesquels il peut y avoir des femmes, il y a des gens qui ne sont pas armés qui sont tués et on les dépouille de ce qu'ils ont à bord en marchandises. Et par conséquent, la Convention va vouloir supprimer la course en l'assimilant à une piraterie. Et à ce moment-là, pour naviguer, et c'est le cas donc depuis des siècles, notamment depuis Richelieu, le marin au commerce, il doit avoir ce qu'on appelait un congé à l'époque. Ça ne veut pas dire du tout des vacances, évidemment. Un congé, c'est une autorisation de naviguer au commerce. Et dans l'océan Indien, Surcouf, avec un congé, donc sans lettre de marque, pratique la course, ce qui est interdit. Mais il la pratique, il est tout jeune, il a 24, 25 ans, 23 ans, et il la pratique sur des bâtiments qui appartiennent à des armateurs, donc qui ont armé le bâtiment et qui en sont propriétaires. Donc il fait des prises. Et ces prises, les armateurs, évidemment, ils veulent en tirer profit. Mais le Conseil des 500, en 1797, dit « Eh ben non, puisque la course, nous venons de l'interdire, la traite, nous venons également de l'interdire, mais il y a un nombre de décrets incroyables qui interdisent et puis qui restaurent, puis qui réinterdisent, etc. C'est une période de confusion terrible. Et donc, on dit à Surcouf, le Conseil des 500, dit « Vous avez pratiqué des prises alors que c'est interdit. Donc, OK pour les prises, mais on va les confisquer au profit de la République. » Et donc, il ne faut pas oublier qu'on est dans plein siècle des Lumières, que les loges maçonniques sont en train d'apparaître et que la plupart des marins de l'Île-de-France sont en loge comme l'oncle de Surcouf à Saint-Malo, et c'est la loge de l'Île-de-France qui va aider ce jeune Surcouf en prétendant qu'il a été initié tel jour, ce qui n'est pas possible puisque tel jour en question, il était en mer, donc il ne pouvait pas être dans cette loge, et on va envoyer Surcouf devant le Conseil des 500 avec l'orateur de cette loge, qui est Villaret, et il va être défendu par le frère du général Pérignon, bon, qui lui aussi est maçon, et il va sauver sa peau, en fait, en 97,
devant le Conseil des 500, qui d'ailleurs va cesser d'exister très peu de temps après. On est sous le Directoire à ce moment-là. Et cet insoumis a réussi à être au-dessus de la loi, puisque le Conseil des 500 a cette phrase magnifique qui dit, eh bien, les lois sont éphémères. Alors c'est très très vrai, depuis 93-94, elles changent tout le temps. Les lois sont éphémères, mais la munificence de l'État, elle, est éternelle. Et donc, Surcouf représente cette pérennité de l'État par rapport à la brièveté de la loi. Et le résultat, c'est qu'il devient un patronyme. Le patronyme de Surcouf, il apparaît en 96, c'est un tout jeune homme, il a 23 ans, et il a eu raison, lui, par rapport à la loi. Et c'est ce qui va d'ailleurs l'encourager à continuer à pratiquer ensuite le commerce négrier, même lorsque ça n'est plus autorisé, parce que il se sent au-dessus de la loi. Et c'est d'ailleurs amusant de voir que l'explosion de joie au moment du procès de 97 fait qu'il met enceinte la jeune femme nantaise avec laquelle il a une liaison à Paris à ce moment-là. Elle se retrouve enceinte 15 jours après le procès et là, il ne l'épousera pas. Cet insoumis va quand même entrer dans le rang puisqu'il va finir par épouser en 1801 la fiancée que ses parents ont choisie, qui n'est pas une Nantaise comme sa maîtresse, mais qui est la fille du maire de Saint-Malo, un anobli de 1786, très bien doté. Le mariage a failli ne pas se faire parce que on a appris évidemment ses débauches sexuelles et sa paternité, mais le mariage se fait et il devient à ce moment-là un bon bourgeois balsacien. À partir de cette affaire, il entre dans la légende, enfin la légende Surcoufnais. Vous n'aimez pas trop ce terme pour le qualifier? Non, la légende, c'est-à-dire je veux pas faire du tout ce que l'on appelle aujourd'hui la remise en cause des statues, le déboulonnage des statues de Colbert ou de Napoléon, pas du tout. Mais ce que j'aime bien, c'est l'authenticité. Et donc, je n'ai jamais fait la géographie d'un personnage, que ce soit Napoléon ou Henri le Navigateur, mais un personnage, c'est forcément un ensemble comme nous tous, avec des qualités, des défauts, et donc Surcouf est un grand personnage, c'est vrai. Son nom inspirait une terreur aux Anglais, c'est vrai, parce que il s'est emparé de ce fameux Indiaman, le Kent, qui était un navire beaucoup plus puissant que le sien, donc son nom est devenu un petit peu synonyme de celui de Duguay-Trouin. Duguay-Trouin, on disait, son nom seul vaut une escadre. C'est un petit peu le cas de Surcouf aussi, c'est un marin et un corsaire brillant, mais c'est la fin du monde corsaire, et il n'a pas vraiment servi l'État, et en 1802, lorsque Bonaparte, qui n'est pas encore empereur, envisage de lui confier la flottille de Boulogne, Surcouf n'est pas particulièrement séduit par un débarquement en Angleterre, ce en quoi l'histoire lui donnera raison. Napoléon revient à la charge en 1804 lorsqu'il est empereur et le nomme chevalier de la Légion d'honneur à la première promotion de 1804, mais malgré ça, il ne sera pas à Trafalgar, il n'entrera pas dans la marine impériale en 1804 ou en 1805 pour Trafalgar, et il continue à faire une fortune colossale dans l'océan Indien. Oui, parce qu'en fait, il arrête assez vite sa carrière de corsaire. Il termine sa première vague de course à l'âge de 31 ans seulement, il va reprendre un petit peu la mer, mais à 35 ans, finalement, il ne navigue plus en tant que corsaire. Oui, on oublie aujourd'hui, où on a une espérance de vie à peu près de 80 ans, voire de 88 pour les femmes, notamment en France ou dans nos pays occidentaux, mais on oublie la brièveté de la vie. Et on oublie que lorsqu'on embarque à partir de l'âge de 14 ans, eh bien, lorsqu'on en a 35, on a déjà 20 ans de scorbut, on a 20 ans de carrière, on parle régulièrement dans la marine de santé ruinée par le service. Et donc Duguay-Trouin s'est arrêté de naviguer à 36 ans. Lui s'est arrêté de naviguer à 35 ans. Alors aujourd'hui, on imagine très difficilement une retraite à 35 ans. Mais il est évident qu'après, il y a une deuxième carrière. Et la carrière, elle est au port, parce qu'on a gagné suffisamment d'argent pour devenir armateur. Et donc, il y a toute cette vie de Surcouf après la mer, de l'âge de 35 jusqu'à l'âge où il meurt en 1827. Donc c'est quand même un homme qui n'a que 54 ans au moment de sa mort. C'est le bourgeois balsacien
que l'on voit dans sa pharmacie à Paris acheter des ceintures à ventre parce qu'il est devenu obèse, il est énorme, un ventre proéminent au-dessus du pantalon, qui est un vêtement que la Révolution vient de créer en appelant les sans-culottes justement, culottes bouffantes depuis le XVIe siècle. Et donc il achète du chocolat pour sa fille Éléonore, il achète un piano parce qu'elle prend des leçons de piano, il met son fils qui meurt d'ailleurs à 13 ans dans son collège. On le voit acheter de jolies pendules en marbre, de l'argenterie, des fourchettes et des couteaux, des ménagères en argent, des horloges. Il achète de jolies choses et c'est vraiment, c'est l'époque des chouans. Alors lui, il n'est pas du tout évidemment chouan, il reste très fidèle à Napoléon. Il a un bâtiment qu'il appelle d'ailleurs le Napoléon. C'est un bonapartiste très aproguin puisque en 1814 et 1815, il ordonne à ses marins de Saint-Malo, sortez, parce qu'il a peur de la paix, et dès que la paix de 1814 ou la paix après Waterloo sont signées, la course, elle n'existe plus, puisqu'on passe, et à ce moment-là, il n'y a plus de moyens de faire fortune. On l'a dit, Surcouf est né sous Louis XV, il a connu Louis XVI, la Révolution, Napoléon, et puis ensuite la Restauration. Comment il évolue dans cette période? Est-ce qu'il a des convictions politique, est-ce qu'elle change ou est-ce qu'il est simplement le reflet d'une époque, d'un homme des Lumières qui va connaître un bouleversement d'époque? Oui, ça n'est pas quelqu'un de très engagé politiquement, Surcouf, c'est quelqu'un qui appartient à une famille, à une tradition. Son métier, c'est celui que la famille a créé. La première à pratiquer la traite négrière, c'est son arrière-grand-mère, donc c'est pas une femme soumise comme on le dit aujourd'hui, c'est quand même cette jeune veuve qui voit que les Malouins s'enrichissent de cette manière-là et qui va donc se lancer dans ce commerce, puisque c'était un commerce à l'époque, c'est pas du tout un racisme, on est dans un changement total de société. Le café, le coton, le sucre, le tabac, ce sont des produits qui rapportent, et donc l'arrière-grand-mère s'est lancée dans ce commerce qui était une tragédie, mais qui était un commerce, et donc c'est un homme d'ancien régime. Il épouse la fille d'un anobli de 1786. Mon livre commence par les obsèques d'ailleurs de Surcouf, parce que son frère devient baron, donc ça aurait fait plaisir à leur grand-mère Porson. Il reçoit des lettres de baron en 1823, sa fille est comtesse de Bellevue, etc. On re-rentre dans la noblesse. Par sa femme, il est parent des frères Lamennais, l'abbé Lamennais et son frère, donc famille très catholique, tout en étant maçon, puisque lui-même est en loge à Saint-Malo. Ça n'est pas quelqu'un qui est royaliste, pas du tout. Il n'a pas servi Louis XV, parce qu'il était évidemment né à ce moment-là. Il n'a pas du tout servi Louis XVI. Il aurait pu, puisqu'il a quand même 19 ans en 1792. Il ne s'engage pas lorsque la patrie est en danger, du temps de Danton par exemple. Il est dans une tradition, mais il est bonapartiste. Ça oui, ça sera jamais quelqu'un de favorable à Louis XVIII et encore moins à Charles X à partir de 1824. Il est regardé un peu avec suspicion d'ailleurs par la monarchie restaurée dès 1824 avec Louis XVIII. Après la mort de Napoléon en 21, on se demande s'il n'a pas des activités, mais il n'en a pas. Il se sert lui, il sert la France, il a toujours combattu du côté français évidemment, mais il n'a pas vraiment d'opinion politique. Il est assez proche de Napoléon, c'est la même génération. Il est plutôt dans le camp opposé de Chateaubriand, qui lui est du côté royaliste et qui est né à Saint-Malo lui aussi juste avant, donc en 68. Napoléon est né en 69, lui en 73. J'ai beaucoup aimé faire des comparaisons justement dans le livre, parce que c'est une génération qui découvre l'aventure de la fin du siècle des Lumières et puis de ce 19e siècle qui est un bouleversement total. Vous l'avez dit, donc Napoléon et Surcouf se sont connus, ont discuté en 1803, Napoléon lui a remis la Légion d'honneur en 1804. Oui. Est-ce qu'il a connu Chateaubriand et quelle relation avait-il avec lui? Alors, on peut pas dire qu'il ait eu des relations, c'est pas du tout un écrivain, Surcouf. Quand on voit les correspondances, ce sont des ordres. Sortez, faites des prises, etc.
c'est un négociant, c'est un très riche commerçant négociant. Il a pris beaucoup de riz en particulier dans l'océan Indien. C'est quelqu'un qui s'occupe de prix, de marchandises. Pas du tout de littérature, c'est pas du tout le romantisme, c'est pas du tout ni le génie du christianisme, ni les mémoires d'outre-tombe, mais le père de Chateaubriand avait lui-même acheté Combourg grâce à la traite négrière. Les Chateaubriand, qui descendent de Louis IX, c'est-à-dire de Saint-Louis, étaient en relation avec la famille Surcouf pour des questions d'achat d'hôtels particuliers. Les Chateaubriand ont vendu des biens aux Surcouf. Et d'ailleurs, on voit finalement que l'âpreté au gain de Surcouf lui permet d'acheter ces biens, alors que la plume de Chateaubriand, c'est très beau, il est parti pendant la Révolution visiter les forêts d'Amérique, mais il faut faire bouillir la marmite, et donc il faut vendre des biens pour vivre. Surcouf est très vite intéressé par l'argent. Ma première question, c'est sur l'origine de la fortune. Quelle est la part de la traite négrière dans cette fortune ? Alors, Surcouf, évidemment, on ne peut pas le regarder uniquement comme un capitaine négrier, mais il est évident que la Révolution ne sait pas trop comment gérer ce problème de la traite qui est supprimée par la Convention et de l'esclavage. Elle voudrait supprimer la traite et conserver l'esclavage. Mais à ce moment-là, c'est impossible, parce que comment on se reproduirait des esclaves si ce n'est par la natalité. Et puis en plus, on est dans un monde où aujourd'hui, le matin, au petit déjeuner, on a pris du café, ou alors du café avec du lait. Ça vient de naître en 1750. À 13h, après le déjeuner, on prend un café avec du sucre parce que le café est un peu amer. Et donc tous ces produits nouveaux, c'est une vraie révolution. C'est un petit peu l'équivalent pour nous, depuis quelques années, de l'ordinateur, des médias, etc. Et donc le tabac, ça a été une vraie révolution. Et cette révolution, elle est dans tous les domaines. Parce que vous allez aujourd'hui chez un antiquaire, vous voyez une petite table ronde, ça s'appelle une table bouillotte, ça apparaît sous Louis XV, le plateau est en marbre, autour vous avez une petite garniture de bronze pour empêcher les tasses, les soucoupes de tomber. Ces tasses et ces soucoupes, elles sont faites par des faïenciers, elles sont faites par des porcelainiers, la cafetière en argent ou la chocolatière en argent qu'utilise même Pascal Paoli dans la région de Corté lorsqu'il reçoit l'Écossais Boswell. Elles sont faites par des orfèvres, les sucriers aussi. Et puis chez cet antiquaire, vous voyez un petit fauteuil Louis XV que l'on pousse facilement devant cette table qui est l'équivalent de nos tables basses de salon d'aujourd'hui. Et ce fauteuil est très léger, ça s'appelle un cabriolet, ça fait travailler les ébénistes, ça ne ressemble plus au fauteuil de Louis XIII ou de Louis XIV qui était très très gros, très lourd et qu'on ne déplaçait pas. Et sous Louis XV, les serruriers vous mettent même 2 petites roulettes sous les pieds avant pour approcher du guéridon. Et donc on est dans un monde où l'ameublement change, où la vaisselle change, où les cigarettières, qui n'est pas du tout l'épouse d'un riche colon aux Antilles, c'est une pauvre fille dans une manufacture du Havre qui roule du tabac dans du papier, comme ça se fait encore aujourd'hui pour les cigarettes roulées. Toute cette civilisation vit des plantations. Et donc, on n'a pas du tout l'opinion que nous avons aujourd'hui de l'esclavage, et dans 300 ans, on nous reprochera à nous aussi d'utiliser des portables qui sont fabriqués par des enfants asiatiques qui gagnent 30 € par mois. On est exactement dans la même situation, mais on n'en a pas conscience, on ne s'en rend pas compte. Et donc, la fortune de Surcouf, elle repose, c'est très difficile à savoir, puisque c'est un commerce illégal en plus, en attendant l'abolition de l'esclavage par Victor Schœlcher en 1848. C'est très difficile de savoir, en plus les monnaies ne sont pas les mêmes entre les monnaies dans les colonies, à la monnaie des Antilles ou à l'île de France, et puis les livres, qui est une monnaie de compte, et les écus en France. Dans les comparaisons que l'on trouve dans le livre, donc il y a Napoléon, Chateaubriand, et puis il y a aussi des comparaisons avec d'autres corsaires, donc Jean Bart de Dunkerque, et puis Duguay-Trouin de Saint-Malo, qui se trouve être le cousin de la mère de
Surcouf. La principale différence que vous relevez, à mon avis, c'est que Barre et Jeanboin ont servi leur pays, sont rentrés dans la marine d'État, et pas Surcouf. La question, c'est pourquoi, et puis j'ai l'impression que vous lui en voulez de pas être rentré au service de l'État officiellement. Peut-être parce que je suis fonctionnaire, professeur d'université, et que lui, c'est un privé quelque part, alors que Duguay-Trouin et Jean Bart ne sont pas devenus des gens riches. Jean Bart, c'est assez émouvant à Dunkerque. C'est sa mère qui a été obligée de vendre en viager le quart de maison qu'elle possédait à Dunkerque pour lui payer son uniforme de capitaine de vaisseau lorsque Louis XIV l'a fait entrer dans la marine. Jean Bart était le fils d'un pauvre pêcheur et la succession de Jean Bart, qui a à peu près 102 000 livres, bon, c'est une succession correcte. Dans ces 102 000 livres, ce qui coûte le plus cher, c'est un tableau, 37 000 livres, donc presque la moitié, que lui a offert le prince de Conti, parce que le prince de Conti devait faire un voyage en Pologne espérant devenir roi de Pologne, et donc le tableau coûte plus cher que les 7 immeubles et magasins que Jean Bart avait réussi à acheter à Dunkerque. Donc 100 000 livres, c'est très peu. Duguay-Trouin, c'est pareil, c'est quelqu'un qui n'a pas laissé une fortune. Quand il est mort, d'ailleurs, ses 2 sœurs, dont il était le seul soutien, et ses nièces, ont demandé de petites pensions à Louis XV en 1736, en disant qu'elles étaient sans aucun bien, et elles ont été secourues par l'État jusqu'en 1785, 50 ans après la mort de Duguay-Trouin. C'est un petit peu Louis XV, et Louis XIV un peu avant lui, qui ont créé la notion, quelque part, de pupille de la nation, que l'on retrouvera en France, donc, à partir de la guerre de 14. Et c'est pas du tout, évidemment, le cas de Surcouf, qui a fait une fortune considérable et qui a laissé à ses enfants, je vous dis, l'équivalent de 4 fois le prix du château de Combourg, plusieurs manoirs, plusieurs propriétés, presque 900 hectares de terre en Bretagne et en Normandie, de très belles choses, malgré un incendie qui a ravagé un de ses manoirs à la fin de sa vie, et donc c'est une très très belle succession. La dernière comparaison que l'on retrouve tout au long du livre, c'est avec celle de Bougainville. Vous dites que Surcouf représente la version, disons, marchande, vous dites conquérante de la marine, et Bougainville, c'est plutôt le côté explorateur. Et j'ai relevé une anecdote, Bougainville est passé à la postérité comme étant le premier Français à avoir fait le tour du monde en mer, et en fait non, il y a une supercherie, c'est un ancêtre de Surcouf, enfin de la mère de Surcouf, qui a fait le premier tour en bateau. Et oui, tout à fait, donc Bougainville s'est rendu plusieurs fois à Saint-Malo, aussi bien en partant pour ses voyages d'exploration qu'en revenant. Je ne pense pas que le père de Surcouf et la mère surtout se soient bien entendus et se sont forcément rencontrés. Saint-Malo est une toute petite ville, donc en plus un cousin germain du père de Surcouf était à bord des bâtiments de Bougainville au moment de l'expédition des Malouines au milieu des années 1760, mais dans la famille de Madame Mère, Madame Surcouf, donc la mère de notre Surcouf, il y a le fameux Gouin de Beauchesne qui a fait un tour du monde sur des bâtiments de commerce. Et donc Bougainville, qui a écrit ses mémoires, ses explorations, ses voyages, on lui a reproché de n'avoir rien pris. Il est allé à Tahiti en 1768, c'était très bien, ils ont vu de jolies Tahitiennes qui faisaient volontiers l'amour avec tous les marins qui le souhaitaient, en public d'ailleurs, ce qui, en échange d'un clou de la coque des navires, parce qu'il n'y avait pas de métal à Tahiti, et Bougainville dit d'ailleurs dans ses mémoires, ce qui fait qu'il a fallu partir très très vite, parce que tous les marins arrachaient des clous évidemment sur la coque de mes navires, et je me suis retrouvé avec un tas de planches à la fin. Et donc Bougainville, c'est un explorateur, et il veut être absolument le premier circumnavigateur, c'est l'image qu'on en a conservée. Il faut pas oublier que c'est le 11e tour du monde. Il faut pas oublier que ce tour du monde des années 1760, la fin des années 1760, c'est quand même presque 200 ans après Magellan. Magellan, c'est 1519, ou Drake, 1580. Donc la France
dans une sorte de cocorico qu'on peut pas lui reprocher, patriotique, dit le premier circumnavigateur. Il faut toujours dire français, bien entendu, parce que les Portugais, les Hollandais, les Anglais nous ont tous devancés. Et alors Gouin de Beauchesne, qui est un Malouin, a fait effectivement ce tour du monde sur des bateaux marchands, et Bougainville insiste beaucoup en disant c'est un particulier qui a fait ça pour son propre compte. Moi, j'ai fait une mission pour l'État, et donc ça crée une sorte de conflit entre la famille Surcouf et Bougainville, qui ensuite a été couvert d'honneur et qui est un vrai marin savant et qui sera fait comte sous l'Empire et qui va vivre très très longtemps, ce qui a été une immense chance d'ailleurs pour Bougainville, parce qu'il a enterré tous ses rivaux, si je puis dire, en notoriété, qui étaient l'amiral de Grasse, le bailli de Suffren, qui ont tous eu la bonne idée de mourir dès 1788, alors que Bougainville continue octogénaire jusque sous l'Empire à faire parler très glorieusement de lui. Oui, j'ai fait mes calculs. Bougainville avait 44 ans à la naissance de Surcouf et ils ont été contemporains pendant 38 ans. Est-ce qu'ils étaient rivaux ou est-ce que c'est finalement pas la même génération et c'était aussi pas le même monde marin? C'est pas le même monde, c'est pas le même monde. Dès la naissance d'ailleurs, Bougainville est un homme cultivé qui a eu la chance d'être élevé par un oncle maternel, c'est le milieu parisien, c'est une famille de Robin du Châtelet de Paris. Ils sont très proches de très très grands personnages qui ont protégé Bougainville dès sa jeunesse. C'est pas du tout le même milieu. On peut même pas dire qu'ils sont rivaux ou concurrents. Ce sont des gens qui gravitent sur mer, d'accord, mais dans des milieux totalement différents. Surcouf, donc amateur de bonne chair, va devenir obèse, vous l'avez dit, et va mourir probablement d'un cancer de l'estomac. Surcouf meurt le 8 juillet 1827 à 53 ans seulement. Ça, cette phrase, elle est tirée de votre livre et elle arrive juste avant la conclusion. Donc là, l'ordre chronologique est respecté. Il va avoir 3 filles et 4 garçons avec son épouse qui est donc la fille du maire de Saint-Malo. Est-ce que certains de ses enfants ont repris le flambeau du commerce et de l'activité corsaire? Non, les Surcouf existent toujours. C'est même une dynastie extrêmement nombreuse à Saint-Malo, que ce soit ses descendants personnels. J'en connais d'ailleurs certains que j'ai rencontrés en Corse l'été dernier, soit les descendants de ses frères. Un de ses frères a eu aussi une fille naturelle d'ailleurs à l'Île-de-France. Un frère est enterré à l'Île-de-France depuis 1805 dans un cimetière donc de l'actuelle île Maurice. Et donc ils n'ont pas repris le flambeau, ils ont fait plutôt de la haute administration. Il y a un petit-neveu de Surcouf qui est devenu sous-préfet, qui avait fait d'ailleurs une biographie de son grand-oncle. Mais c'est amusant de voir, c'est pour ça un peu que l'histoire est une science molle et non pas une science dure comme la médecine ou comme les mathématiques ou la physique, c'est que en fonction des siècles, on porte forcément un regard différent. C'est-à-dire que lorsque Surcouf s'empare d'une cargaison négrière, le 19e siècle, les historiens qui étaient nés dans les années 1800, donc on peut pas trop leur reprocher, ils n'avaient que la cinquantaine à l'époque de Victor Schœlcher, disaient c'est un exploit, etc. Il est évident qu'aujourd'hui, dans une biographie, on ne peut plus dire que c'est un exploit, parce qu'on ne le pense plus d'ailleurs que c'est un exploit, c'est évident. Donc le même fait ne peut pas être présenté de la même façon. Donc si on parle de gloire, la gloire, la réussite, le combat contre l'ennemi, contre l'Angleterre, le patriotisme, ça c'est vrai, mais la fortune réussit parfois à déranger un petit peu aujourd'hui nos contemporains. Et pour terminer, la course a été abolie en 1856 par le traité de Paris qui met fin à la guerre de Crimée. Est-ce que vous considérez que Surcouf est le dernier des grands corsaires? Oui, je pense que je n'ai pas voulu mettre ce titre qui est parfois employé dans des articles ou même dans des ouvrages de roi des corsaires, parce que je trouve que c'est offensant. C'est offensant pour Jean Bart, c'est offensant pour Duguay-Trouin, qui ont vraiment combattu dans toutes les guerres de succession d'Espagne à partir de 1700, dans la guerre de la Ligue d'Augsbourg, qui eux méritent davantage le titre de roi des corsaires, mais Surcouf
C'est vraiment le dernier grand corsaire. Il a une statue qui est une statue méritée. J'espère que personne ne va aller la déboulonner. On ne peut pas, c'est une phrase de Caton que j'aime beaucoup, on ne peut pas juger les gens d'une époque, on peut expliquer, on n'a pas à excuser ou à juger, c'était comme ça, et Colbert en particulier, à qui on reproche le Code noir publié en 1685, Colbert était mort depuis 2 ans, depuis le 6 septembre 83, voulait plutôt améliorer la tragédie qu'était l'esclavage que l'aggraver, et donc je trouve qu'il mérite tout à fait sa statue devant l'Assemblée nationale aujourd'hui. Et une statue également à Saint-Malo, où est enterré Surcouf, et une très belle épitaphe sur sa tombe, que je vous laisse découvrir soit dans le livre, soit sur place. Merci beaucoup Michel Verger-Franceschi pour cet entretien. Je rappelle le titre de votre livre Surcouf, la fin du monde corsaire, paru aux éditions Passé Composé. Quant à moi, je vous remercie de nous avoir écoutés. Je compte sur vous pour commenter, partager sur les réseaux sociaux et vous abonner. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Merci. Merci beaucoup.